Mes chers compatriotes, dans les deux précédentes vidéos sur ces questions économiques et financières posées actuellement par l'Union européenne, je vous ai présenté la problématique. Dans le premier chapitre, je vous ai parlé de tous ces plans dits les programmes de redressement européen, de relance européenne, etc., et qui ont émaillé l'actualité depuis le mois de mars. Je vous rappelle que je vous en avais parlé de 5 programmes différents, qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres. Dans le chapitre 2, je vous avais évoqué les risques financiers insensés que fait courir le plan de Madame von der Leyen, de la présidente de la Commission européenne, le risque insensé que ce plan fait courir pour la France et pour les Français. Je rappelle que ce plan de Madame von der Leyen est repris de l'initiative franco-allemande de Macron et de Merkel et a été qualifié de révolution, de moment hamiltonien par toute la presse française. Je vous renvoie donc au chapitre 2. Dans ce chapitre 3, j'en viens à l'analyse de la nouvelle rallonge du plan de rachat d'actifs de la BCE, qui a été qualifié par le journal Le Figaro de nouveau bazooka, puisque le premier bazooka, c'était le premier programme, je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'était le rachat de 750 milliards d'euros d'actifs obligataires, de quantitative easing comme on dit, et là c'est donc un nouveau plan. Ce deuxième bazooka, pour en parler comme les médias français, se monte à 600 milliards d'euros. Donc je rappelle qu'il a été annoncé le 4 juin et que ces 600 milliards d'euros sont dans le prolongement et s'ajoutent au premier bazooka de 750 milliards d'euros qui avait été lancé, je viens d'en parler, par la BCE le 26 mars 2020 au titre de ce que les fonctionnaires européens appellent le PEPP, c'est de l'anglais Pandemic Emergency Purchase Programme, c'est-à-dire programme d'achat en urgence pour lutter contre la pandémie. Alors ce PEPP est donc porté à 750 plus 600 égale 1350 milliards d'euros de rachat d'actifs obligataires, principalement des obligations émises par des États souverains, mais aussi, ça n'est pas exclu, des obligations émises par des entreprises. 1350 milliards d'euros. Il faut noter que le PEPP a fait l'objet de plusieurs innovations majeures par rapport aux précédents programmes de rachat d'actifs, parce qu'il y en avait eu auparavant. La BCE a modifié par une disposition juridique sa propre réglementation qui stipulait qu'elle ne pouvait pas racheter plus de 33% de la dette d'un pays membre de l'Union européenne dans le cadre de ces rachats d'actifs. Et désormais, la BCE s'autorise, dans le cadre du PEPP, également à ne pas respecter une autre contrainte qui était la répartition induite par la clé de son capital dans les rachats d'actifs. Ça signifie, par exemple, que jusqu'au PEPP, la BCE n'avait pas la possibilité de racheter plus de dettes italiennes que le poids de l'Italie dans le capital de la Banque centrale européenne. Maintenant, ce verrou vient de sauter. Donc le PEPP est désormais un instrument très puissant, 1350 milliards d'euros, mais qui pose des problèmes tout à fait considérables. Premier problème, c'est évidemment un chiffon rouge, c'est même une provocation pour les Allemands. Pourquoi ça ? Parce que les Allemands, vous le savez, un certain nombre d'Allemands avaient attaqué le programme devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. En fait, c'était un précédent programme de rachat d'actifs qui s'appelait le PSPP, le Public Sector Purchase Programme. J'ai publié une analyse détaillée de ce jugement, du jugement du 5 mai dernier rendu par le tribunal de Karlsruhe, un jugement spectaculaire qui a été rendu par ce tribunal. Je vous y renvoie, vous trouverez l'analyse sur le site. J'en ai fait également une vidéo. Mais il y a un point très important. J'essaye de rester clair pour que tout le monde comprenne. Il y a un point qui est extrêmement important. C'est que dans son jugement du 5 mai dernier, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui est l'équivalent, peut-être en plus puissant encore, de notre Conseil constitutionnel, il avait estimé
que le PSPP, l'ancien programme de rachat d'actifs, que la Cour donc, de Karlsruhe critiquait fortement, le tribunal avait estimé qu'il contenait quand même des garde-fous auxquels il fallait accorder une valeur toute particulière. Et le tribunal de Karlsruhe avait dit, d'une part, comme garde-fou, il y a la limite imposant que la PCE ne peut pas racheter plus de 33% de la dette d'un État, et d'autre part, l'autre garde-fou, c'est le respect de la clé de capital dans la pondération des rachats d'actifs entre les différents pays. Comme je viens de vous le dire juste avant, ce sont précisément ces deux dispositions, ces deux garde-fous que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe se félicitait de trouver dans le programme PSPP, ce sont ces deux garde-fous que la Banque centrale européenne vient de décider de faire sauter dans le nouveau programme de rachat d'actifs baptisé PEPP. Je rappelle que les juges allemands avaient écrit ceci dans leur fameux arrêt du 5 mai, je les cite, j'ouvre les guillemets. En particulier, la limite d'achat de 33% et la répartition des achats selon la clé de répartition du capital de la Banque centrale européenne empêchent des mesures sélectives du PSPP en faveur des différents États membres et empêchent l'eurosystème de devenir le créancier majoritaire d'un État membre. Une modification ultérieure de la répartition des risques pour les obligations d'État acquises dans le cadre du PSPP toucherait les limites de la responsabilité budgétaire globale du Bundestag allemand et serait incompatible avec l'article 79 alinéa 3 de la loi fondamentale, ce qu'on appelle le Grundgesetz ou die Bundesverfassung, Bundesrepublik, c'est-à-dire la Constitution de la République fédérale allemande. Et le tribunal de Karlsruhe terminait en disant « En l'espèce, cela représenterait une présomption de responsabilité pour la volonté d'un tiers, ce qui est interdit par la loi fondamentale allemande, avec des conséquences difficiles à calculer. » Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Sinon, revenez en arrière et réfléchissez-y à tête reposée. Ça vaut vraiment le coup. Ce que les juges allemands ont dit, c'est qu'ils craignent que la Bundesbank ne doive un jour supporter des pertes du fait du dépôt d'un émetteur souverain, l'Italie par exemple, dont la Banque centrale nationale participe au programme de la BCE. Je rappelle que le tribunal de Karlsruhe avait déjà interrogé à ce sujet la Cour de justice de l'Union européenne, c'était le 18 juillet 2017 dans une autre procédure. Et les juges allemands avaient alors écrit, j'ouvre les guillemets, en cas de défaillance des obligations émises par une administration centrale, il semble probable, voire inévitable, que le Conseil des gouverneurs de la BCE réagisse en adoptant une décision en vertu de l'article 32 alinéa 4 des statuts du système européen de banque centrale qui entraînerait un partage complet des risques. Je renvoie les personnes intéressées. Ce sont des sujets techniques, j'en ai bien conscience. Mais j'essaye de les diffuser pour que le plus grand public puisse comprendre ce qui se passe. Les personnes intéressées par approfondir la question technique, je les renvoie vers un article du journal La Tribune du 8 juin dernier, du 8 juin 2020, qui expose en détail cet aspect du conflit entre Karlsruhe et la Cour de justice de l'Union européenne. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de creuser trop le sujet, qu'est-ce qu'ils doivent garder à l'esprit de tout ce que je viens de vous dire? Ils doivent garder à l'esprit que le tout nouveau PEPP, pour la Pandemic Emergency, le programme de rachat spécialement pour la pandémie, de 1 350 milliards d'euros, délibérément vient narguer le tribunal de Karlsruhe, délibérément vient de faire sauter les deux verrous essentiels pour lesquels le tribunal de Karlsruhe avait donné encore son feu vert. En fait, cela ne peut aller qu'au clash. Cela ne peut aller que vers un conflit maintenant béant, non seulement entre le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, mais la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne. Et d'autant plus, ce clash arrive d'autant plus, que les achats de dettes souveraines de l'Italie dans le cadre de ce nouveau plan, donc de ce PEPP, ont été, là ce sont les faits qui parlent, très largement supérieurs au poids de l'Italie dans la clé de capital de la Banque centrale européenne entre mars et mai 2020.
Vous allez regarder un graphique qui est tiré d'un article des Échos du 3 juin dernier. Qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique? On voit que l'Italie a bénéficié au cours de ces 3 mois, mars, avril, mai 2020, de rachats de sa dette souveraine supérieure de 8 milliards d'euros à ce qui, normalement, lui revenait en vertu de son poids dans le capital de la Banque centrale. On voit également que l'Allemagne a eu un traitement favorable, un peu moins important, mais quand même. Et on voit alors cette chose extraordinaire, un pays, un seul, se distingue, regardez bien ce graphique, dans la partie rouge, c'est la France. La France, dont l'encours de dette racheté par la BCE a été inférieur de 11,7 milliards d'euros à ce qu'il aurait dû être en appliquant la clé de répartition du capital de la BCE, la part de la France. Alors en soi, c'est pas forcément un problème, car la dette française se place facilement sur les marchés financiers internationaux et à un taux raisonnable, très raisonnable même s'il est un peu supérieur à celui de l'Allemagne. Mais quand même, la France ayant besoin de lever des capitaux pour lutter contre les effets de la pandémie, elle aurait pu bénéficier de rachats de la BCE beaucoup plus importants, ce qui aurait peut-être encore diminué le coût de son endettement. Et puis, quand même, c'est l'Allemagne, et non pas la France, qui aurait pu et qui aurait dû céder de la capacité de rachat aux autres États, puisque l'Allemagne est le pays dont le coût d'endettement est le plus faible et qui sert de référence, et qu'accessoirement, l'Allemagne a été l'un des pays d'Europe occidentale les moins touchés par la pandémie. Bref, une fois encore, comme je l'avais analysé dans la vidéo numéro 2, dans le chapitre 2, sur le programme de Madame von der Leyen, eh bien, une fois encore, la France apparaît comme le dindon de la farce. Une fois encore, la France s'est effacée devant les intérêts des autres États. Une fois encore, nos dirigeants ont accepté que notre pays, eh bien, soit ridiculisé, soit celui sur lequel on peut se servir. Je parlais du premier problème. Il y a un deuxième problème. C'est que ce programme de rachat de 1 350 milliards d'euros d'actifs obligataires a un impact très important sur les marchés. Ça contribue à déprimer durablement les taux. Les taux d'intérêt deviennent très faibles. Dans la mesure où les taux d'intérêt deviennent très très faibles, ça menace des pans entiers de l'économie, notamment de plus en plus de banques qui ne sont pas assez rentables. Elles n'ont plus de, si les taux d'intérêt sont très bas, elles ne font plus, elles jouent, ce qui fait les profits des banques, c'est les taux d'intérêt auxquels elles se financent et les taux d'intérêt auxquels qu'elles facturent aux épargnants, ce qui fait la rentabilité des banques, pour simplifier, c'est les taux d'intérêt qu'elles payent pour les ressources, quand elles cherchent des ressources sur les marchés financiers, et les taux d'intérêt qu'elles facturent aux personnes, aux particuliers ou aux entreprises à qui elles prêtent. Donc, si les taux d'intérêt deviennent extraordinairement bas, sa marge diminue et les banques ne deviennent plus rentables. On verra dans la prochaine vidéo le plan numéro 5 dont j'ai parlé dans ma première vidéo, le TLTRO3, j'en reparlerai, qui montre que désormais la BCE, la Banque centrale européenne, en est à maintenant à faire des programmes avec des taux d'intérêt négatifs pour financer les banques, pour donner de la marge aux banques commerciales. Alors, tout ceci est lunaire. Je veux rappeler ici ce qu'a dit l'ancien ministre néerlandais Bert de Vries dans une interview au journal néerlandais Trouve le 22 mai, entretien que j'avais traduit sur notre site et que vous devez peut-être aller voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un entretien d'un ministre très connu aux Pays-Bas, qui maintenant est à la retraite, qui a été pendant des décennies un ardent partisan de la construction européenne, qui a d'ailleurs milité pour l'adoption de l'euro, et qui a dit il y a quelques jours, donc a fait un entretien qui a été assez spectaculaire, puisque il a dit qu'il fallait absolument en finir avec l'euro, parce que de toute façon, tout ça allait très très mal se terminer. C'est un peu comme si Jacques Delors
d'un seul coup, expliquait, ou Valéry Giscard d'Estaing expliquait qu'il faut sortir de l'euro. C'est à peu près le séisme politique qui s'est passé aux Pays-Bas le 22 mai dernier. Et qu'est-ce que dit Bert De Vries dans cet entretien auquel je vous renvoie? Je le cite. Il a dit « Tout est rendu secondaire désormais pour maintenir cette union monétaire à tout prix. Nous n'obtenons plus d'intérêt sur nos économies, nos retraites sont réduites, les entreprises sont encouragées à s'endetter, et tout cela pour maintenir les taux d'intérêt suffisamment bas pour que la dette nationale de l'Italie reste gérable. Tôt ou tard, cela va très mal finir. Ce n'est pas durable. » Et il a raison. C'est ce que nous, on ne cesse de dire. Il a raison. C'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Il n'a pas dit autre chose lorsqu'il a écrit dans son jugement du 5 mai dernier, je cite le tribunal suprême allemand, « La poursuite inconditionnelle de l'objectif de politique monétaire, en faisant abstraction des conséquences de politique économique associées au programme, méconnaît manifestement le principe de proportionnalité de l'article 5, paragraphe 1, article 2 et paragraphe 4 du traité de l'Union européenne, le TUE. » Donc non seulement la politique de la Banque centrale européenne conduit à un appauvrissement massif d'une partie de la population, mais encore elle empêche les marchés financiers de fonctionner normalement. C'est quand même incroyable. La BCE, aujourd'hui, est en train de racheter tout le marché obligataire des États souverains. Elle tire sans cesse les taux d'intérêt vers le bas. Et même en territoire négatif, ce qui est une absurdité économique. C'est-à-dire que vous empruntez et vous remboursez dans 5 ans ou dans 10 ans, vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Quel est l'effet de tout ça? Ça nourrit ce que les spécialistes appellent une bulle obligataire, en faisant gonfler artificiellement la valeur des obligations, ce qui présente des risques tout à fait importants pour les personnes dont l'épargne est investie sur les marchés, notamment en obligations. Mais j'irai plus loin. Les européistes, qui n'ont à la bouche que le libre marché, la concurrence libre et non faussée, etc., en fait, sont les premiers à vouloir empêcher, et à empêcher en fait, les marchés financiers, les marchés obligataires notamment, de fonctionner normalement et de fixer le juste prix de l'endettement des États, par exemple l'Italie. Parce que la vérité des marchés, si on était un authentique libéral en matière économique, comme je connais un peu Charles Gave, j'ai déjà eu l'occasion de débattre avec lui, notamment sur TV Liberté. Charles Gave est un authentique libéral, comme vous le savez, il est il est très, très hostile à l'Union européenne et à l'euro parce que il fait partie de ces personnes qui sont logiques et qui disent qu'il faut laisser les marchés financiers fonctionner normalement. Si les marchés financiers fonctionnaient normalement, le coût de la dette italienne s'envolerait. Les investisseurs factureraient en effet à l'Italie une prime de convertibilité qui correspondrait au risque de ce qu'on appelle de façon un peu camouflée le risque de redénomination, c'est-à-dire en clair la sortie de l'Italie de l'euro, et on redénommerait les dettes non plus en euros mais en lire italienne. Et si les marchés fonctionnaient normalement, en quelques semaines ou en quelques mois, l'Italie serait contrainte de quitter la zone euro. La vérité, c'est que les marchés financiers aujourd'hui ne croient plus à l'euro, et qu'ils n'y croient plus depuis des années. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura jamais de mutualisation des dettes entre les États de l'Union européenne. Je rappelle, si nécessaire, je l'ai déjà rappelé dans le chapitre 2, que l'actuel programme de Mme von der Leyen d'endettement de la Commission européenne n'est pas une mutualisation des dettes. Je l'ai déjà dit. Il s'agit d'un surcroît de budget communautaire financé à crédit, mais où les États membres ne sont pas solidaires des dettes des autres, ils sont solidaires, ils doivent simplement payer la quote-part qui leur sera attribuée. Alors, que dire en conclusion? Eh bien, l'article de la Tribune, dont je parlais il y a quelques instants, résume parfaitement le sentiment général qui ressort de tout ceci, le sentiment général qu'on trouve sur les marchés financiers, sur les opérateurs internationaux. Vous vous souvenez que le 26 juillet 2012, à l'occasion d'un discours qu'il avait tenu à Londres en pleine crise des dettes souveraines,
Mario Draghi, qui était le président de la BCE, le prédécesseur de Madame Lagarde, avait annoncé que l'institution qu'il présidait, donc la BCE, ferait tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l'euro. Il avait utilisé une formule en anglais, whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Alors c'est resté très très célèbre. À la limite, on peut dire que les 8 ans que Mario Draghi a passé à la tête de la BCE se résument par ce simple morceau de phrase en 3 mots en anglais, whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, la BCE soutiendra l'euro. Et ce que l'on constate maintenant, notamment au travers de la réaction des 4 pays frugaux dont je parlais dans le chapitre 2, je rappelle, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Mais ce que l'on constate aussi au travers du jugement du 5 mai du tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe, c'est qu'il n'est plus question du whatever it takes de Mario Draghi. Ni l'Autriche, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas, ni la Suède, ni le Danemark ne veulent que pour se poursuivre le whatever it takes, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. La vérité, c'est que ces pays refuseront toujours toute mutualisation des dettes, que ce soit budgétairement ou par des mécanismes monétaires sous l'égide de la Banque centrale européenne. Il n'y aura jamais de mutualisation des dettes entre les États de l'Union européenne, whatever it takes. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que on faut renverser maintenant le whatever it takes. À aucun prix, ce qu'avait dit Mario Draghi, c'est que à aucun prix la BCE ne laisserait tomber l'euro. Et ce que nous disent maintenant l'Allemagne et les 4 frugaux, c'est qu'à aucun prix, ils n'iront soutenir l'euro au détriment de leurs intérêts fondamentaux nationaux. Que devient la France dans tout ceci ? Eh ben, hélas, elle est en fâcheuse posture à cause de l'irresponsabilité, de la sottise, de la superficialité, de la lâcheté, de l'ignorance de ces élites dirigeantes qui sacrifient les finances des Français, notre niveau de vie collectif et notre avenir sur l'autel d'une chimère. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, par moments, je me demande est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui est en train de se jouer. A priori, oui, quand même, compte tenu de leur fonction, mais je n'en suis plus si certain. On a l'impression qu'ils ne sont intéressés au fond que par des réactions pavloviennes, épidermiques, comme ça, spontanées, comme ça, comme au coup de sifflet. On a l'impression que la seule chose qui compte, c'est savoir ce que va dire sur les actions qu'il mène tel ou tel éditorialiste ultra-européiste, d'ailleurs en général très incompétent, ou bien ce qu'on va dire d'eux à la radio ou à la télévision. Je me demande si Macron, si Édouard Philippe, si Bruno Le Maire se rendent compte que la politique actuelle de ces rachats d'actifs, qui a pour effet de déprimer complètement les taux d'intérêt, a pour conséquence de financer certains canards boiteux, a pour conséquence de ruiner les intérêts servis aux retraités, a pour conséquence de favoriser une bulle obligataire qui, lorsqu'elle explosera, risque de ruiner les Français. Et tout ça pour maintenir une monnaie qui est trop chère pour notre économie et qui ne cesse de pousser toujours plus haut le chômage. En fait, leur choix, leur politique est criminelle. Et il faudra bien un jour que les Français leur demandent des comptes. Je voudrais terminer avec cette formule lapidaire de De Gaulle que rapportait Alain Peyrefitte dans son ouvrage « C'était De Gaulle ». J'en ai déjà cité un extrait dans le chapitre 2. Là, dans ce chapitre 3, je voudrais te donner un autre extrait. Et ça concerne le moyen de quitter ce qu'on appelait le marché commun à l'époque. Et il y avait Peyrefitte à un moment qui avait dit « Mais qu'est-ce qu'on pourra faire ?» Et De Gaulle avait dit « Mais il faudra quitter le marché commun. »
Et Perfit a dit mais comment c'est possible? Les jeunes sont très attentifs au marché commun européen. Et De Gaulle avait dit mais non, tout ça c'est des idées qu'on a voulu mettre dans la tête des gens, mais il faudra sans doute en sortir. Et Perfit, étant dubitatif, avait dit mais comment pourrait-on? Et le fondateur de la Ve République avait indiqué à son ministre, je le cite, c'est un langage un peu familier, il avait dit, De Gaulle, quand on est couillonné, on dit « je suis couillonné, eh bien voilà, je fous le camp ». Couillonné, trompé, abusé, dupé, plumé, la France, elle l'est des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Désormais, rien n'est plus important que de mettre de côté nos querelles. Entre la droite, la gauche, le ci, le ça, nous devons nous rassembler pour échapper au plus vite au piège mortel de la prétendue construction européenne. Il y a désormais une extrême urgence, et une extrême urgence à se rassembler en se rendant compte que nous sommes couillonnés, et que quand on est couillonné, on dit « eh ben voilà, je m'en vais. Je m'en vais de l'Union européenne, et vive la République, et vive la France ».